conférence consacrée à l'économie circulaire, créer des écosystèmes vertueux. Je remercie aussi notre panel d'être présent pour partager avec nous leur expertise du sujet. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un petit tour de table et puis après on pourra rentrer dans le vif du sujet. Cédric ? Oui, bonjour, je suis Cédric Borel, je suis le directeur de Action pour la transformation des marchés, un cabinet qui organise des actions collectives pour faire ensemble ce qu'on a du mal à faire tout seul. Et je présente aujourd'hui pour ce panel le Booster du réemploi, qui est une action collective de maîtres d'ouvrage, de grands prescripteurs de l'immobilier, qui vise à intégrer du réemploi, donc des matériaux issus du réemploi, dans leurs grandes opérations. Voilà. Vincent ? Bonjour, je suis Vincent Bruno, je suis avocat associé au sein du cabinet Auguste de Bouzy où j'anime la pratique droit de l'environnement et évidemment on s'occupe de plus en plus ces dernières années de l'économie circulaire. Bonjour, Emmanuelle Ledoux, je dirige l'Institut national de l'économie circulaire qui est une association qui rassemble des entreprises de toute taille, des petites, des grandes, beaucoup dans le bâtiment, et également des collectivités territoriales, des directions de l'État, un peu étrangement, c'est assez récent ça, et des associations et des académiques avec cette idée à la fois de créer de la doctrine, de la connaissance, du savoir autour de l'économie circulaire d'une part, et puis essentiellement, parce que c'est aussi souvent le gros sujet des associations think tank, de transformer la norme pour avancer le plus vite possible sur ces questions de lutte contre le gaspillage et de préservation de nos ressources. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Laher, je suis directeur général d'URSA. Alors, nous sommes un groupe industriel spécialisé dans la production d'isolants, donc de laine minérale de verre et de polystyrène extrudé. Donc en fait, on est au cœur de la rénovation énergétique des bâtiments, bien évidemment, par nos productions. Et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Effectivement, on est évidemment contributeur, proacteur dans l'économie circulaire. Mais on démarre dans le bâtiment après d'autres filières qui ont déjà initié certaines choses, n'est-ce pas? À toi. Bonsoir, bon après-midi, je suis Alain Potreau, donc travaillant pour le groupe SEB, comme je l'ai dit tout à l'heure, premier fabricant mondial de petits équipements domestiques. Et mon job, c'est de m'occuper des consommateurs, de rendre les consommateurs heureux, les utilisateurs, pas les acheteurs. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'ai été amené à développer toutes les différentes boucles de l'économie circulaire, en particulier pour l'électroménager, de manière à rendre nos consommateurs heureux et fidèles. Merci à tous. Emmanuel, je vais peut-être commencer avec vous. Vous qui avez une vision un peu globale de la pénétration de l'économie circulaire chez les différents acteurs, publics, privés. Est-ce que vous pouvez nous planter un peu le décor justement là-dessus et voilà, nous dire où on en est et peut-être le parcours qui a été fait? Oui, alors effectivement, c'est toujours intéressant de voir sur des notions comme l'économie circulaire qui commence à être de mieux en mieux connues quand même, d'où on vient. Alors finalement, c'est un sujet qui est récent et ancien. Enfin, la première fois, on en a parlé, alors pas sous la question économie circulaire, mais on a mis sur le devant de la table cet enjeu de ressources. C'est dans le rapport Meadows, Denis Meadows, alors qui n'est pas infiniment connu, dont on parle un petit peu plus en ce moment, parce que c'est un rapport qui a 50 ans, Club de Rome, 1972, rapport d'ailleurs qui finalement n'avait pas été retenu par l'ensemble du Club de Rome, parce que considéré comme un peu iconoclaste, finalement, personne n'y croyait, mais c'est la première fois où on a eu des projections sur la question des ressources en disant si on continue comme on est là, sur une croissance post-30 glorieuse, en fait on va directement dans le mur. Et à ce moment-là, il y avait effectivement une réflexion, cette réflexion qui était très nouvelle, parce qu'on était encore dans une logique de ressources infinies, ce qui s'entend d'ailleurs, parce que quand on prend, je pense à l'indice qui est peut-être le mieux connu en matière d'économie circulaire, qui est celui du jour du dépassement. En 1970, le jour du dépassement, c'était le 30 décembre. Donc globalement, il y avait une économie de bon père de famille, on tenait à peu près et on dépensait ce qu'on avait le droit de dépenser par an. Là, je ne me souviens plus de la date exacte, en plus c'était tellement déprimant, mais c'est fin juillet, donc on voit bien qu'on a quand même pas complètement suivi une trajectoire qui nous permettrait de bien nous positionner pour l'avenir. Alors je ne vais évidemment pas vous faire 50 ans là, année par année, parce que ça serait
chiant, hein, osons le mot, pour arriver peut-être à maintenant et au moment où c'est revenu dans le débat public. Alors la première fois qu'on a un livre en France qui explore et qui utilise ce terme même d'économie circulaire, c'est en 2010, donc c'est récent quand même, hein, c'est 12 ans, c'est pas immémorial. Même si, bien sûr, on n'a pas attendu d'avoir l'économie circulaire pour penser ressources, et en particulier les questions de recyclage. Enfin, on voit bien que voilà, d'avoir différentes poubelles, ça n'a pas attendu 2010, mais en tout cas d'avoir cette vision très systémique qui pose la question pas seulement de la fin de vie, mais aussi de l'origine de la vie de nos produits, de comment on gaspille pas. Enfin, ça reste un sujet assez récent. Première inscription dans la loi, enfin, ça, je ne rentre pas trop dedans parce que je vais avoir des problèmes avec mon voisin le juriste, sinon c'est 2015. Et la loi d'il y a 2 ans, la loi AGEC, qui ancre vraiment cette notion dans notre corps de droit positif. Et donc, pour en revenir à ce qui était quand même votre question, la transformation chez les acteurs. Donc là, on est à un moment qui est assez crucial, alors je dirais à différents niveaux. Déjà, on a des règles, on a des normes, on a des lois et on a une trajectoire. Après, on a aussi des règles qui valent ce qu'elles valent, enfin, avec sans doute une difficulté que la plupart d'entre vous qui êtes dans des entreprises devaient rencontrer un peu quotidiennement, c'est qu'on a beaucoup de constructions de politiques en matière d'économie circulaire qui se sont plutôt faites sur l'appétence citoyenne. C'est-à-dire on a créé des indices, on a créé de l'information du consommateur. Par contre, comment les entreprises, les collectivités étaient censées se débrouiller derrière pour que ça passe, c'est un peu plus compliqué. Et là, c'est ce qu'on est à peu près dans ce moment-là maintenant. On a, prenons l'exemple, enfin, Monsieur Potron en parlera infiniment mieux, mais on a un indice de réparabilité. C'est formidable. Moi, mon sujet dans ma vie, par contre, c'est pas que mon lave-linge soit réparable, c'est que mon lave-linge il soit réparé le jour où il est cassé. Et là, certes, on a des produits qui vont être conçus pour, etc., mais enfin, on est quand même loin du compte sur le volume. Et il ne suffit pas de dire super, un indice de réparabilité pour recréer un écosystème et un maillage territorial avec des réparateurs un petit peu partout. Parce que GG, qui est au coin de la rue, qui répare tout, il était là dans les années 50, mais on n'en a plus beaucoup. Donc on voit bien qu'il y a tout un modèle à inventer ou à réinventer en fonction des sujets. Et on est à ce moment-là. Enfin, finalement, tout le monde y croit, tout le monde est convaincu, parce qu'on parle anti-gaspillage. Enfin, il n'y a pas d'association. Enfin, moi, j'ai pas l'antimatière ou le frère jumeau maléfique de l'association de promotion du gaspillage. Tout le monde est contre le gaspillage. Après, tout le monde est contre, mais comment ça se fait que ça ne déroule pas encore vraiment et très vite? Donc on est vraiment à ce moment-là. Et alors, après, on est aidé de façon probablement, enfin voilà, le prix est cher payé, donc il ne s'agit sûrement pas de se féliciter, mais par un contexte international qui fait que la prise en compte dans les organisations, et nous on le sent vraiment sur la rapidité de mise en œuvre de ces sujets, je pense sincèrement que là on referait la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, on ne ferait pas du tout la même loi qu'il y a 2 ans. Quand on a fait la feuille de route économie circulaire en 2018, il y avait un peu cette entrée, sécurisation des approvisionnements dans la feuille de route. Complètement balayé dans la loi, on n'en a plus du tout parlé, parce que sécurisation des approvisionnements, mon bon monsieur, vous pensez bien que ça n'arrivera pas. Enfin, il n'y avait pas de sujet. Et on s'est retrouvé avec une planète bloquée, des approvisionnements qui n'arrivaient vraiment pas, et la France entière découvrant intérêt qu'on produisait même plus de paracétamol. Donc bon, là, la question de comment on construit, finalement on redevient souverain aussi sur nos approvisionnements, ça s'est largement posé. Et bon, on ne va pas rentrer dans des sujets géopolitiques complexes, mais enfin, là, maintenant, on en parle tous les jours d'économie circulaire, la transition énergétique, notre dépendance au gaz, la question des approvisionnements, de comment on fait, super, à la place on va faire plein d'ENR, mais les ENR, pour ça on a besoin de terres rares d'où elles viennent, pas de chez nous. Enfin, voilà, là, la question de comment on transforme nos modèles pour finalement acquérir de la sécurisation de nos approvisionnements et de la pérennité de nos modèles économiques, c'est très prégnant dans le domaine. Et peut-être, et j'en finirai par là, parce que j'ai déjà été longue, finalement, et c'était peut-être le sujet, et même dans les intervenants de ce matin et de ce midi, sur les prix, c'est peut-être là où on voit qu'on a vraiment basculé, c'est que pendant très longtemps, c'était exclusivement un sujet des directions du développement durable. Nous, on discute avec beaucoup de directions du développement durable, donc en général, c'est assez sympa, on est l'avant-garde éclairée, nous, on a tout compris, les autres sont nuls. Bon, super, c'est assez satisfaisant, mais enfin, derrière, quand on sort, il ne se peut passer grand-chose. Là, on sort de notre couloir, on discute avec d'autres gens, ça devient un vrai sujet RH, ça devient un sujet stratégie, ça devient un sujet financier. Et je discutais là juste il y a 20 minutes là, avant de vous rejoindre avec un gros groupe cimentier qui a reçu un prêt de la décarbonation ce matin, donc avec Holcim, Lafarge, et il disait mais au fond moi les questions d'économie circulaire, bon, elle exagérait un peu, mais
c'était la pause après. C'est presque plus chez moi, c'est plus à la RSE, maintenant c'est à la stratégie. Et en fait, c'est ça. Et donc, enfin, peut-être, on a réussi de faire de cette question de la ressource un vrai enjeu de stratégie des entreprises et là on voit que ça va largement s'accélérer. Alors après ça va plus ou moins bien, hein. Enfin, entre les initiatives géniales là, dont on va pouvoir parler, entre ce que fait Seb qui est quand même un pionnier sur le sujet. En général on finit toujours par Seb sur économie circulaire quand il faut donner un exemple et booster du réemploi. Enfin voilà, il y a plein de choses assez formidables qui se passent et une vraie accélération dans ces domaines. Vincent, peut-être sur la traduction réglementaire de ce que vient de décrire Emmanuel et l'assimilation que vous constatez chez vos clients ou pas d'ailleurs. Oui, alors moi je vais essayer d'être rapide parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à dire du côté de ceux qui font et non pas de ceux qui accompagnent. Comme Emmanuel l'a dit, effectivement, en droit, le terme apparaît pour la première fois en 2015. C'est avant-hier en fait. Et on s'aperçoit qu'on s'est vraiment approprié dans le système juridique la notion d'économie circulaire de façon extrêmement prégnante jusqu'à la loi AGEC. Pour mémoire, la loi AGEC, donc la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, cette loi, elle date du 10 février 2020. La probabilité était assez forte pour que la loi AGEC connaisse le même sort que le Grenelle de l'environnement, 2007, crise de 2008, réel politique. Le Grenelle de l'environnement a quand même été largement balayé par la crise économique. Il a fallu faire des choix et l'économie a été privilégiée. 10 février 2020, on se rappelle que 2 semaines après, le monde s'effondrait, en tout cas une première fois, avec la crise du Covid, et pour autant, on a quand même avancé. Alors certes, cette loi qui comprend 130 articles, il y avait 84 renvois à des dispositions réglementaires. Un an après, le Sénat a un petit peu taclé le gouvernement en lui expliquant qu'il n'y avait que 40% des dispositifs réglementaires qui avaient été adoptés, mais pour autant, ça a quand même avancé. On sent qu'il y a un vrai momentum où la vie pratique et la conscience collective rejoint l'action du législateur. C'est suffisamment rare pour être relevé. Et on voit bien que nos actions collectives, les actions collectives des entreprises sont en train de quasiment d'aller plus vite que ce que la réglementation leur impose. Et c'est pas que comme ça peut être le cas dans le passé pour des actions de greenwashing et faire de la communication clean en mettant des choses sous le tapis, c'est qu'il y a un vrai changement de mentalité qui est accompagné par le droit ou précédé par le droit, je ne sais pas exactement, je ne me suis pas fait une religion là-dessus, on pourra peut-être en parler, mais le moment en tout cas est clairement propice. Merci. Alors justement, pour rentrer dans les applications pratiques, Cédric, parlez-nous un peu du booster du réemploi, de comment est née l'initiative et comment elle se met en place concrètement avec les acteurs sur le terrain. Oui, mais surtout, elle précède vraiment... elle accompagne vraiment ce mouvement qu'Emmanuel et Vincent ont décrit. Typiquement, le Grenelle de l'environnement, justement, crante une obligation de faire un diagnostic déchets. Vous savez que le bâtiment, ça produit énormément de déchets, plus de 41 millions de tonnes par an. Et le BTP, en général, on est à plus de 200 millions. Et il y avait déjà une très grande expérience de recyclage. Le béton qu'on détruit, on le mettait dans la route. Enfin bon, il y a énormément de... On était déjà intelligent un peu sur la ressource et sur le recyclage. Et finalement, en fait, un certain nombre de grands propriétaires immobiliers se rendent compte que quand on démonte un bâtiment, on trouve dans un bâtiment de bureau, jusqu'à 40 tonnes de matériel pour 1000 mètres carrés de bureau qu'on démonte et qui peuvent être réemployés, des cloisons, des luminaires, un certain nombre de choses. Et l'habitude jusque-là était de remettre à neuf. Ça veut dire tout simplement faire le vide et faire un énorme curage et puis tout ça parler dans les filières de recyclage, à l'exception de 3 petites choses. Et donc, en fait, cette préférence collective que vous avez illustrée, qui est vraiment une montée presque de société, une montée en régime de nos exigences, de notre préférence collective pour un monde qui soit un peu plus soutenable. Ça fait que ce fameux diagnostic déchets est devenu un diagnostic ressources. On s'est dit, on va trouver des ressources. Et la loi l'a finalement rénové en disant que c'est un diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets. Donc dans le bâtiment, des gens qui vont étudier une rénovation profonde vont essayer de détecter tous les produits réutilisables, tous les équipements réutilisables, tous les matériaux réutilisables. Et in fine, ce qui reste, ça va être du déchet. Donc cet élan démarre effectivement il y a 12 ans. Et par contre, c'est très difficile. On se met à trouver en fait des trésors un peu partout. On se dit qu'il y a énormément de réemployables dans les bâtiments.
mais est-il réemployé? Alors, toute l'histoire du booster du réemploi, c'est ça, c'est que vous prenez une équipe projet qui met en œuvre un bâtiment, ils sont dans une seringue opérationnelle assez brutale, ils doivent mieux concevoir et puis essayer d'apprécier ou d'évaluer du matériel du réemploi que leur a proposé leur demande beaucoup de travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'habitude de l'architecte, des maîtres d'œuvre et même du maître d'ouvrage, c'est d'aller se servir dans le grand supermarché du neuf, avec tous les catalogues, c'est génial, les logiciels de design, et puis là vous faites quelque chose, ça vient d'usine, c'est propre, c'est aux dernières normes, c'est évalué par le bureau de contrôle et c'est aux normes. Voilà. Et donc on sait faire ça, mais on ne sait pas évaluer, reprendre le matériel qui est viable, et c'est pourtant ce qu'a fait l'humanité pendant des dizaines d'années. Ce que fait le reste du monde, qui n'est pas le monde industrialisé, c'est de réemployer très souvent les matériaux de construction. Ça, on ne sait plus le faire dans notre monde très intellectualisé, très normé. Et le booster du réemploi démarre, le Big Bang, c'est un maître d'ouvrage, c'est chez Groupama Immobilier dans les équipes de Éric Donnet, notamment, je salue la responsable de l'asset management, Laetitia Georges, qui a eu cet agacement en fait. Elle a eu tout le mal du monde il y a de cela 3 ans et demi à déplacer 4000 m² de faux plancher de son bureau de Wagram sur les Champs-Élysées. Ou je sais plus, non, c'était dans ce sens-là. Voilà. Mais c'était son matériel qu'elle avait posé depuis 2 ans, donc c'était un matériel parfaitement presque neuf. Hein. Et le faire démonter pour le mettre, tout le monde dit ah mais est-ce qu'il va être aux normes, comment on va le démonter, il est fait pour être monté mais est-ce qu'il est fait pour être démonté, est-ce que vous allez me prouver que c'est bon, etc. Donc la coupe est pleine et donc on se dit avec Groupama Immobilier, avec un certain nombre de grands propriétaires, nous allons créer un booster du réemploi, c'est-à-dire qu'on va tous se mettre à appeler du matériel. Et donc toutes les filières qui se montaient, les start-up, les gens qui trouvaient du matériel dans tous les bâtiments en curage, ces fameux 40 tonnes qu'on révélait un peu partout, s'il n'y avait pas d'exutoire, s'il n'y avait personne pour faire de la demande, l'offre ne valait rien, la filière ne se monte pas. Et donc c'est un pool, le booster de réemploi, c'est un pool de gens qui vont sur 5 bâtiments par an pendant 3 ans appeler du matériel de réemploi, faire l'effort d'essayer de prescrire du réemploi. Et maintenant, il y a jusqu'à 17 flux, alors lots ou éléments de nomenclature, qui sont couverts par des cahiers des charges, qui sont assurables, qui sont etc. On fait un grand effort pour créer une demande là où il y avait une offre qui était en train de se monter, et donc de boucler la boucle effectivement, et pour sauver du carbone, sauver des déchets, et passer de l'économie linéaire à circulaire. Très bien. Jean-Pierre, vous, votre expérience chez URSA, et peut-être aussi nous parler, je crois que vous êtes actuellement en train d'organiser une filière REP sur votre secteur d'activité. Exactement, enfin, sur le bâtiment, effectivement, tu l'as dit, on a toujours historiquement utilisé, alors chez nous, URSA, on utilise beaucoup, comme nos confrères, de produits déjà naturels, beaucoup de produits recyclés, donc ça on sait faire. Je dirais que les scopes 1 et 2 de l'économie circulaire, on maîtrise, puisque finalement, c'était un gain chez nous au niveau économique, faut se dire les choses. Et à un moment donné, en plus, c'est vrai que c'était bien, on montre, on communique en termes de marketing, c'était un petit peu ce que faisait tout le monde. Et là, maintenant, c'est fini. C'est-à-dire, c'est fini. C'est évidemment vertueux, puisque si on a 90% de ces productions qui sont issues de produits naturels, c'est une bonne chose. Si vous avez des taux de produits recyclés, on a des objectifs de montée en puissance. Par exemple, nous, on a des fours verriers, on utilise du recyclage de verre de pare-brise. Voilà, il y a des choses déjà qui existent, mais c'était dans notre propre système. On ne voulait pas dire qu'on vivait en autarcie, parce qu'évidemment, il y a une boucle derrière ça. Mais maintenant, la filière bâtiment s'organise. Alors, ça arrive un peu après pour les autres. La REP va être mise en place au 1er janvier 2023 pour le bâtiment. Donc, c'est demain matin. Enfin, ça devait être au 1er janvier 2022, mais ça a été repoussé parce que on s'est rendu compte quand même que ça ne se faisait pas en 3 minutes. Et clairement, voilà, les éco-organismes sont en cours de certification, donc on est dans cette boucle-là. Et maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'aller sur le scope 3. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est plus uniquement je suis vertueux, j'économise sur mon propre système, mais j'interagis avec mes fournisseurs, avec des codes, avec des systèmes précis. J'interagis avec mes clients. Et mes clients, qui sont des distributeurs de matériaux, qui sont des installateurs. Et aujourd'hui, on commence à s'organiser. Les distributeurs qui ont plus de 4000 m² de surface devront avoir une collecte. Mais tout ça, c'est nouveau.
on démarre, et c'est quelque chose de vertueux qui est une évolution, une révolution dans l'univers du bâtiment, mais qui va dans un sens assez logique, vu les tonnes de déchets évoquées tout à l'heure par Cédric. Donc voilà en quelques mots pour démarrer. Mais tu vas nous dire par contre, dans la filière électroménager, ils sont plus avancés que nous, vous allez voir, nous on démarre. Enfin on démarre. Oui, Alain, bon, Seb, comme ça a été noté par les autres intervenants, et fait figure de pionnier dans ce domaine de l'économie circulaire. Expliquez-nous un peu comment vous avez mis en œuvre cette démarche, et notamment appliquée au B2C, parce que là on a eu beaucoup un angle B2B. Oui, alors comme ça a été dit, au début on n'a pas fait d'économie circulaire. J'ai entendu que le premier livre c'était 2015, si je ne me trompe pas. Nous, on a commencé vraiment en 2008. Alors, je devrais dire, on a commencé en 1857. Le groupe SEB, il a démarré avec quelqu'un qui allait de village en village pour réparer des poêles. Alors ensuite, on s'est mis à en fabriquer. Et c'est ça qui a fait quand même plutôt la réussite du groupe. Mais c'était dans notre ADN. Et en 2008, on l'a remis sur le goût du jour. Et on a pensé consommateur. Qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, pour que nos consommateurs nous aiment, il faut qu'ils aiment leurs produits et qu'ils les aiment longtemps. Et on s'est dit donc on va réparer les produits. Ce qui semblait aberrant en 2008 puisque tout le monde se disait un grille-pain, je le jette, j'en reprends un autre. Il y a encore des pays ou des continents, on va dire, où c'est le cas. Et donc on s'est dit on va les réparer. Et pour les réparer, on a dit comment on va faire pour les réparer ? On les réparait un petit peu, heureusement on avait encore des réparateurs, mais dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays, on me disait on n'a qu'à arrêter les réparateurs, ça fera des économies. Donc on avait encore quelque chose et c'était le bon moment pour changer d'angle. Donc on s'est dit, pour les réparer, il faut qu'ils soient réparables. Et on a inventé le mot réparabilité. Parce qu'on s'est dit, pour que ce soit réparable, on va mesurer ce qu'ils sont réparables. Et donc on s'est donné des critères, on a inventé ça. Ce qui nous a donné l'occasion ensuite d'en parler avec le ministère de l'Environnement, de travailler sur l'AFREC, sur ce qu'elle allait un jour donner, après la loi AGEC, le futur indice de réparabilité, etc., etc. On a travaillé sur ça, on a travaillé sur le fait qu'il fallait des pièces détachées, qu'il les fallait pendant très longtemps, qu'il fallait des réparateurs, qu'il fallait les former. Et l'objectif, c'était simple, il faut que réparer soit facile et pas cher. Et puis, et donc on a mis ça en place progressivement avec nos usines, avec nos designs. Mon président était convaincu, donc il m'a aidé à convaincre d'abord les industriels, les designers, et puis ensuite les gens du marketing, et puis la dernière brique, ça a été les commerciaux. Parce que les commerciaux, leur dire, je vous propose un nouveau slogan, n'achetez pas nos produits, gardez-les. C'était pas, effectivement, gagner d'avance. Mais aujourd'hui, ils sont tous derrière en disant, c'est formidable, on est un groupe. Et effectivement, on parle de l'appartenance quand on fait de l'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est un asset majeur à deux points de vue. Les consommateurs nous aiment, donc c'est de la valeur de marque. Et puis, les salariés sont fiers. Et ça, c'est très important aussi. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, cette réparabilité s'est développée, et que cette notion de prix, elle était importante. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'on réparait beaucoup. Qu'on réparait, quand on venait nous voir, on réparait, mais on ne venait pas assez nous voir. Et la troisième brique, en fait, qui nous manquait, c'était la communication. Alors aujourd'hui en France, on a l'impression qu'on en parle partout. Il m'arrive de donner des conférences aux États-Unis ou autres. Croyez-moi, on me dit pourquoi on parle de réparabilité ? On s'en fout de la réparabilité. Ce qui nous intéresse, c'est de jeter et de racheter. Donc la communication, c'est fondamental. C'est des années. Moi, j'estime qu'il faudra 15-20 ans pour que ça rentre un peu dans les mentalités, à condition que les gens ne soient pas trompés. J'ai un petit peu peur, en l'occurrence, qu'avec l'indice de réparabilité actuel, on est un peu. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la législation. Elle a tendance à lisser par le bas. L'indice de réparabilité, j'ai peur qu'il donne l'impression que tout le monde est réparable demain, que tout le monde a entre 8 et 9 sur 10 de réparabilité. Ça risque, sur le long terme, de dire finalement, même quand les gens se disent réparables, ça ne suffit pas. Donc nous, aujourd'hui, on parle de réparabilité à juste prix, parce qu'on veut vraiment insister très fortement sur être réparable. À la limite, on s'en fout. Ce qui est important, c'est moi, j'aurais envie de le faire parce que moi, je trouverais que ça vaut le coup économiquement. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand les gens gardent leurs produits, alors je pourrais parler, mais je ne vais pas monopoliser la parole, les autres boucles, on récupère des produits, on les propose en location courte pour que les gens n'aient pas à l'acheter et à les laisser dans les placards ou les foutre à la poubelle. Il y a des produits très spécifiques, par exemple les climatiseurs mobiles. Alors on est à Paris ici, si on a ce temps-là un peu plus chaud cet été, beaucoup de gens vont acheter des climatiseurs mobiles, des gros ventilateurs, et en septembre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les jettent dans la rue parce que simplement, ils n'ont pas de quoi les stocker. Donc cette économie-là, qui est une aberration, l'idée c'est de proposer une économie où on n'achète plus un climatiseur, on le loue pour 2 mois. C'est l'économie de fonctionnalité, c'est également une des boucles de l'économie circulaire. Très bien, merci Alain. Je me demande, dans ce que vous disiez, est-ce qu'il n'y a pas une problématique d'embarquer toutes ces parties prenantes qui sont liées à un projet ? Je veux dire, quand on lance une démarche, d'entraîner avec soi tout son écosystème autour. Est-ce que ça demande une force de conviction
je ne serai pas le seul à en parler, mais c'est vrai que nous, on l'a vécu. Et il fallait convaincre en interne. Alors clairement, je pense que ce genre de démarche, malheureusement, elle ne peut pas venir d'en bas. Elle doit venir d'un niveau moyen qui convainc le top du top. Il faut que ça descende du président, il faut que le président soit convaincu. Ensuite, ça va suivre. Ça va suivre, mais il faut quand même convaincre ensuite les autres strates. Nous, je l'ai dit, il a fallu qu'on convainque en particulier le marketing entre le moment où on a décidé de communiquer, et on a lancé en 2015 le label Produits réparables 10 ans. Ce label, il a été défini en fin 2012. Il a fallu 2 ans et demi pour convaincre l'ensemble des autres membres du comité exécutif, à commencer par dire, si on annonce qu'on a des produits réparables, les gens vont plus les acheter parce qu'ils vont se dire qu'ils vont tomber en panne. Comme si les gens ne savaient pas que les produits, malheureusement, tombaient en panne un jour. Ensuite, on s'est dit, oui, mais on vend beaucoup à Darty, à Carrefour, et ces gens-là, ils vendent des extensions de garantie. Si on dit que les produits sont réparables, les consommateurs, ils vont se dire, on ne va plus acheter d'extensions de garantie. Donc il a fallu convaincre toutes les strates, effectivement, chez nous, convaincre les distributeurs, et on a convaincu les distributeurs qu'eux-mêmes auraient des bénéfices à avoir des produits réparables, parce que ça leur coûterait moins cher de vendre des économies, enfin, ils gagneraient plus d'argent sur des extensions de garantie que les gens n'utiliseraient pas, parce que les produits seraient réparables pour pas cher. Dans toutes les chaînes, dans toutes les chaînes de valeur, il y a des classiques et des modernes. Donc il y a plein de gens à convaincre sur le chemin. Et au Booster du Remploi, on a une technique un peu de transformation par la demande. C'est-à-dire que c'est vraiment l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui ont une vision sur ce qui est réemployable. Déjà, enfin, ils vont arrêter de jeter du matériel qui leur appartient sur certains bâtiments pour le repasser à d'autres collègues sur d'autres bâtiments. Donc on pense qu'il faut vraiment avoir un grand momentum sur la demande pour que l'offre se structure et l'offre se fortifie. Et là-dessus, il n'y a que comme ça qu'on sera vertueux. Alors bien sûr, il y aura plein de gens à convaincre sur le chemin, mais ça commence comme ça. Alors là, on est dans le B2B, mais il y a des gens, par exemple, qui se sont, au sein du Booster du Réemploi, donné un pari de rénover complètement des logements. Donc ils sont propriétaires de logements locatifs en réemploi. Et ça ne se verra pas. Deux choses dans le réemploi du bâtiment. Soit c'est vraiment revendiqué et vous avez une œuvre, vous avez des choses qui font en upcycling, des designers ont fait quelque chose avec du réemploi, c'est visible, c'est revendiqué, c'est toujours très beau, c'est très chouette. Soit ça ne se voit absolument pas. Et par exemple, le grand bureau de Tony Estanguet dans les JO 2024 est fait en réemploi. Enfin, tout est en réemploi dans les tâches. Vous ne voyez pas la différence. Voilà, vous ne voyez pas du tout la différence, une réalisation d'ICAD. Vous ne voyez pas du tout la différence avec un bureau tel qu'on vous l'aurait livré en 2021-2022. Et c'est pareil pour ces paris que se sont donnés ces maîtres d'ouvrage sur quelques logements. Et de faire du 100% réemploi, ça va leur coûter plus d'argent au début, mais ça va montrer que c'est possible et qu'on sait se sourcer en produits de réemploi. Ça va éduquer un peu les équipes. Et surtout, ça va convaincre tout le monde. Le directeur technique, le directeur des achats, etc. On va réussir à faire l'exercice et après on va normaliser, ça va descendre l'espoir en tout cas chez cet investisseur, c'est de descendre de généraliser ces tests, quoi. Très bien, Emmanuel. Oui, toujours sur le même sujet. Alors, on a eu le BI aussi, le PI aussi, le public. Nous, on travaille beaucoup sur le côté choc de la demande, sur la question de transformation de la commande publique, 8 à 12% du PIB. Et surtout, c'est un des gros pôles aussi de la loi AGEC, article 58 de la loi AGEC, qui vise vraiment à transformer la commande publique, donc à aller accompagner la structuration de l'offre dans le domaine. Et là, on se retrouve avec les mêmes sujets de portage, au fond, qu'évoquait M. Potreau, à savoir, par exemple, on voit dans les villes, tout ce qui va être fait en matière d'économie circulaire et dont on parle souvent, c'est les cantines. Parce que les cantines, c'est ce que les enfants mangent. Et puis le gaspillage alimentaire, ça parle. On va acheter de la nourriture, des gens n'ont pas assez à manger, c'est un irritant fort. Dans d'autres domaines, c'est un peu plus compliqué à porter politiquement parce que moins compris. Donc nous, par exemple, on s'est dit pour porter ça, on travaille sur les écoles. En faisant une école, c'est top. Une école, tout le monde visualise une école, la sienne, celle de ses enfants, celle du coin de la rue. Une école, il y a les cantines, boucle alimentaire, mais au fond, il y a tout ce qu'on peut faire en économie circulaire. On la construit, on la rénove, on achète des crayons, on achète du papier, on achète des bancs, des chaises, de l'électroménager, que sais-je. Donc là, il y a vraiment un espace où on peut tout faire avec vraiment cette idée derrière de portage politique pour que le maire, enfin on parlait de hacker un peu le système, le président qui s'empare du sujet, là il nous faut aussi des maires, des présidents d'exécutifs qui ont envie d'en parler à la queue de la boulangerie quand on va acheter des croissants le dimanche ou à la PQR. Et c'est vrai que là on l'État à dire je donne des trucs qui viennent du circuit
cours aux enfants, ça parle. Je suis passée de 5% de granulats de béton recyclé dans la rénovation de mes murs à 22%. Évidemment, c'est un peu moins excitant. Donc voilà, c'est comment on génère du portage politique et quelque chose qui soit sympa, vendeur aussi. Et là, ça aidera à accompagner. Parce que derrière, si on fait les sujets tout seul dans son coin, que ce soit dans le public comme dans le privé, bon, bah, c'est pas comme ça qu'on est ni réélu, ni porté au nu par ses actionnaires. Hein. Enfin, ça compte aussi. Vincent, vous voulez intervenir. Mais ce qui est intéressant dans ce que disait M. Potreau aussi, c'est que vous posiez la question de savoir comment est-ce qu'on impulse un mouvement. Il y a quand même un acteur qui est pas mal placé pour le faire, ça s'appelle le législateur. Une fois qu'un truc devient obligatoire, bon, ben, globalement, les gens s'y mettent avec plus ou moins de bonne volonté. Mais savoir que certains éléments qui sont maintenant dans la loi ont été initiés par des opérateurs qui y trouvent leur compte, c'est-à-dire qui arrivent finalement à inscrire cette dynamique d'économie circulaire, de réemploi dans une perspective de développement durable et donc de durabilité, mais également de développement, et qu'on peut faire, et là je reviens sur le B2B, qu'on peut faire du business, qu'on peut gagner sa vie correctement en intégrant ces données-là, c'est un point qui permet de fédérer et de faire adhérer les gens au système. Et sinon, sur l'aspect marché public, on a une petite difficulté quand même à faire bouger le secteur public sur le système, et je ne vais pas rentrer dans des clichés de lourdeur administrative, etc., qui sont pourtant parfois un petit peu réels. C'est qu'on a des textes qui sont récents sur l'économie circulaire et qui viennent parfois se heurter assez frontalement à des mammouths comme le code de la commande publique et comme des critères extrêmement rigides qu'il faut un peu violer pour permettre de faire rentrer des critères d'économie circulaire, et probablement le temps de pénétration de la notion d'économie circulaire dans l'achat public va être un peu plus long que dans le secteur privé, parce qu'il y a une agilité un peu moins de compte tenu des règles qui par ailleurs sont extrêmement vertueuses de la commande publique. Merci. Je veux juste ajouter que sur l'aspect législatif, on voit souvent la partie contraignante. Quand on parle de la loi AGEC, c'est beaucoup d'éléments contraignants. Mais à côté de ça, il y a le côté positif. Il y a énormément l'État, soit les collectivités, soit les villes mettent énormément en soutien sur tous les projets qui sont liés à l'économie circulaire, qui sont liés au développement. Pour nous, l'économie de fonctionnalité, elle a été développée au départ avec l'ADEME. On a créé récemment sur Paris une joint venture sociale où tous les salariés sont des salariés en insertion pour remettre en état des produits, les proposer à des Parisiens à des prix défiant toute concurrence. Ça a été fait avec la mairie de Paris et avec le 18e arrondissement qui s'est beaucoup impliqué. Donc je crois que moi je suis très confiant dans le fait qu'il y a des soutiens, il y a énormément de soutiens, et je dirais que je crois presque plus, pour moi l'aspect législatif contraignant, l'intérêt c'est qu'on en parle et que ça le rend visible et que ça oblige à ce qu'on se pose la question, mais pour que ça progresse, je crois beaucoup plus aux effets positifs de soutien plus que de contrainte. Jean-Pierre, je ne peux que souscrire. Moi, je voulais juste amener un scope par rapport aux entreprises. C'est vrai que c'est à la fois ça doit être porté par la stratégie, mais ça doit être porté de manière transverse. C'est sûr que nous, par exemple, on n'avait pas du tout de personnes spécialisées dans le domaine qui sont arrivées, et leur rôle, le rôle est vraiment transverse, c'est important. Et ce qui nous porte aujourd'hui, parce qu'on parle de législation, on parle d'entraînement, etc., c'est une question de mentalité. Et par contre, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, quand on recrute, sans cliché, sans vouloir faire de raccourcis, mais globalement, vous ne pouvez plus recruter des nouvelles générations si vous n'avez pas une démarche claire sur le sujet, quoi. Si vous faites du greenwashing, ils vont regarder exactement ce que vous faites sur votre site, ils vont vous interroger, et ils ne vont pas aller dans les entreprises qui n'ont pas une démarche vraie dans le domaine. Et donc, on va être poussé de toute façon par ces générations-là. Pour eux, c'est le sens et un des sens majeurs. Alors que pour nous, c'est aujourd'hui, on n'est pas en train de rétro-pédaler, on est en train de faire le circuit, mais tous ces jeunes-là, eux, vont nous amener et sont dans ce système-là. Et c'est un peu la révolution qu'on a quand on recrute. Un des points clés, c'est ça. Ils vont regarder comment est fait votre bâtiment, quelle est votre démarche, et est-ce que votre activité est dite vertueuse ou pas dans le domaine. Et ça, je pense que c'est un enchaînement collectif qui aide, qui va nous accélérer et nous pousse, je ne vois pas le terme, mais ça nous pousse derrière, quoi, c'est clair. Merci. Merci à tous. Je vais peut-être laisser une question à la salle. Il nous reste 5 petites minutes. Apparemment, chez Seb est tout seul, sans le soutien d'une loi ou sans le soutien d'une fédération. Donc, quels sont vos recours pour embarquer plus vite avec l'aide, le soutien de la loi, de la fédération, du petit droit du consommateur ?
Alors pour Seb, une des difficultés ou une des chances, c'est que dès le départ, j'ai pas voulu avoir un projet français. C'est un projet qui avait un objectif mondial. Donc la législation française à mettre dans certains cas, et j'aurais pu l'attendre ou la pousser, et c'est ce qu'on a fait. On a été vraiment très partie prenante de tous les développements avec le gouvernement actuel, avec celui d'avant pour commencer. Mais moi j'ai besoin également de suivre la législation en Belgique partout, enfin dans tous les pays, y compris aux États-Unis où c'est, croyez-moi, enfin on parle de right to repair, c'est pas prêt d'arriver vraiment. Donc la législation, je suis obligé d'avoir, ça doit être nous qui devons pousser. On a aussi pensé au départ qu'on était le leader du petit électroménager, donc c'était à nous de montrer la voie. C'est vrai qu'on aurait été un acteur mineur, on n'aurait pas pu réagir de la même façon. Donc dans l'évolution, je pense que ça tient aux leaders de montrer effectivement d'être des guides. Hein, au titre, on parlait ce matin de ce que c'était qu'un leader, d'être des guides en soi. Et puis il faut vraiment également, c'est une question de personne. Ça ne se fait pas en disant tiens, il y a un plan stratégique, il y a des KPI. Il faut qu'il y ait quelques personnes, il y a vraiment des locomotives dans des entreprises, des petites, des grandes, qui vont le tirer. À la fin, tout le monde suit, mais ça se décrète pas parce qu'au départ, il n'y a pas un business plan naturel qui est de l'économie circulaire. Donc il faut des leaders qui poussent. Et ensuite, la législation, pour moi, va accélérer, va permettre de renforcer, de s'appuyer sur des socles. Mais je vous dis, dans mon cas, j'ai besoin de la législation partout. Et elle est malheureusement, même quand c'est des directives européennes, il y a 27 voies différentes de la traiter. Donc voilà, c'est un plus, mais il faut aller au-delà de la législation, sinon je ne pourrais pas m'appuyer dessus au niveau mondial. Très bien. Oui, allez-y Cédric. Non, juste dans le bâtiment, il est en train de se passer exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a des pionniers qui, depuis 2010, ont monté des startups, des entreprises qui ont essayé de fournir du réemploi, de récupérer ce matériel, de pouvoir le proposer ailleurs, de faire des plateformes en ligne, des cycle-up, Bacassia. Enfin, il y a tout un certain nombre d'écosystèmes qui s'est créé. Et la loi est venue faire la REP dont tu parlais, donc l'éco-organisme qui va rentrer dans les chaussures de tout ce système qui était en démarrage et va le massifier et le généraliser avec un objectif que 2% des collectes d'argent de la REP en 2025 soient dédiés au réemploi et 5% en 2028. Donc tout ça, il y a bien des pionniers, il y a bien des époques dans lesquelles le balai réglementaire vient organiser le bal. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et merci à tous les 5 pour avoir partagé votre expertise.